quelques dernières personnes qui sont en train d'entrer trouver leur place dans la salle. Et je vous souhaite à tous, bien sûr, la bienvenue dans cet auditorium du Centre international de conférences de Sorbonne Université pour la 5e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. J'en profite pour saluer également les internautes qui peuvent nous suivre en direct sur le web, ainsi que les tweetos qui vont pouvoir nous suivre tout au long de cette soirée grâce au fil Twitter entretenu par la community manager de Sorbonne Université ce soir. Comme vous pouvez le voir, tous les moyens sont mis en œuvre pour faire de ce moment de science, de culture, ce moment de fête aussi, un véritable moment de partage avec le public le plus large possible dans cette salle et sur le web. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'au-delà du concours, l'objectif premier de Ma thèse en 180 secondes, c'est véritablement ce temps de partage autour de la recherche en train de se faire aujourd'hui. Je profite également d'être au plein cœur de la semaine de la langue française et de la francophonie pour vous rappeler que le concours Ma thèse en 180 secondes est un concours international francophone et qu'il est porté pour la France par la Conférence des présidents d'université et le CNRS. C'est un concours en plusieurs étapes et la première étape démarre ce soir ici pour Sorbonne Université. Alors, où sont-ils? Sont-ils cachés en coulisses? Non, ils sont là. Ils sont là, les 16 valeureux candidats de ce soir. Ils sont là, les 16 candidats hors pair, courageux, bosseurs, talentueux, téméraires, peut-être inconscients même, se disent certains parmi vous. En tout cas, ils sont là pour relever le défi de vous présenter leur thèse en 180 secondes. L'éclectisme des thématiques qui vous seront présentées ce soir est assez représentatif finalement de la richesse de la recherche de Sorbonne Université. Et finalement, que leur discipline touche aux sciences, à l'ingénierie, aux lettres, aux langues, à l'histoire, à la santé, vous avez ici les forces vives de Sorbonne Université et bien au-delà aussi. Et je vous demande, s'il vous plaît, de les encourager. Madame Drache-Temam, je pense le moment parfaitement choisi pour vous inviter à me rejoindre sur scène pour que vous puissiez à votre tour adresser quelques encouragements pour vos candidats Sorbonne Université de ce soir. Merci. Madame, pardon, je vous présente au passage. Donc vous êtes Nathalie Drache-Temam, vice-présidente recherche, innovation et sciences ouvertes de Sorbonne Université. Il y a des moments fédérateurs, porteurs d'élan, porteurs de cohésion forcément dans la vie d'une communauté universitaire. Et je pense que je ne m'avance pas trop en prétendant que Ma thèse en 180 secondes en fait partie. Et je pense aussi que grâce à l'accompagnement d'ailleurs que vous proposez à vos candidats, grâce à leur travail pour se présenter ce soir, grâce à la médiatisation de ce concours aussi, vous avez ici 16 merveilleux ambassadeurs de la recherche à Sorbonne Université. Je vous laisse leur toucher quelques mots. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, alors moi, je vais me donner moins de 180 secondes pour vous souhaiter la bienvenue sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. Donc, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'ouvrir et d'assister à cette manifestation qui fait partie, comme vous l'avez dit, des moments qui comptent pour notre université et pour notre association Sorbonne Université. Cette manifestation est importante pour les doctorants qui se sont prêtés au jeu. Bravo. Elle leur apporte des savoir-faire, alors quelques-uns, concision, synthèse, gestion du temps, diction. Je pense qu'il y a un certain nombre de savoir-faire comme ça, des capacités à transmettre le savoir, à vulgariser. Et elles seront nécessairement profitables, quelle que soit la carrière, votre carrière future, ça c'est certain. Elle est aussi importante pour la promotion du doctorat dans notre société. Au-delà de la communauté universitaire, c'est important pour sortir encore de quelques clichés et de promouvoir la science, l'ingénierie, la médecine, les lettres, les humanités et les sciences sociales. Cette manifestation participe
à montrer et valoriser la diversité disciplinaire et méthodologique de ce qui se fait au sein de Sorbonne Université et de ses partenaires. Elle est un des moyens de fédérer notre communauté. Enfin, elle met, et c'est important, en avant les jeunes chercheurs qui sont au cœur de toutes nos activités de recherche. Alors je finirai, moins de 180 secondes, tout d'abord en remerciant bien sûr tous les organisateurs, en remerciant les membres du jury, Madame la Présidente, Claire Stoltz, et puis je remercierai aussi le public. Et puis ce qui est intéressant dans cette session, c'est que le public va participer et va nommer un des deux demi-finalistes, donc on sera très acteurs aussi dans cette manifestation. Et puis je ne vais pas oublier de souhaiter bonne chance à tous les valeureux candidats doctorants qui viennent des 3 facultés de Sorbonne Université et de l'UTC. Donc bonne chance et puis bonne soirée à tous et puis je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Brachteman. Nous voilà bien lancés pour cette soirée exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, très sincèrement, je pèse mes mots. Parce qu'entre nous, avoir la garantie de n'entendre que des choses extrêmement intelligentes pendant 16 fois 180 secondes consécutives, ce n'est pas tous les jours. D'accord ? La promesse d'un moment de culture particulièrement soigné et préparé pour nous et rien que pour nous, c'est un programme que bien des émissions de début de soirée peuvent nous envier, je pense. Le programme de ce soir, donc, vous le voyez ici, après une brève présentation du concours, un rappel des règles, ce seront nos 16 candidats qui passeront tour à tour devant vous, vous présenter leur sujet de thèse en 3 minutes et pas une de plus. Pas une seconde de plus, mais cette soirée se déroulera en 2 temps. Un premier groupe de 8 candidats passera. On vous proposera à ce moment-là une pause d'une 15aine de minutes avant de reprendre pour la deuxième partie de la soirée et le second groupe de 8 candidats qui vous présentera leur sujet de thèse. S'en suivra immédiatement le vote du public et la délibération du jury pour atteindre enfin le moment tant attendu de la remise des prix. Donc vous l'aurez compris, ce soir, il y aura 2 lauréats, un prix du public, un prix du jury, et ces 2 lauréats auront pour mission de représenter Sorbonne Université lors de la prochaine étape du concours. Comme je vous le disais en introduction, c'est un concours en plusieurs étapes. Ce soir, c'est la sélection locale de Sorbonne Université. Il y aura ensuite une demi-finale nationale qui se tiendra à Paris sur 3 jours. Cette demi-finale permettra la sélection de 16 finalistes pour la finale nationale qui se tiendra à Toulouse. Parmi ces 16 finalistes, un heureux élu représentera la France au concours international qui, cette année, se tiendra en Suisse. Quelques précisions pour la sélection de ce soir. Alors, le vote du public, évidemment, c'est vous, public, qui en serez en charge, vous, public, présent dans la salle. À votre arrivée, on vous a distribué un bulletin de vote avec le nom, la photo de l'ensemble des candidats. Il vous suffira de mettre une croix en face du candidat de votre choix. Le prix du jury, maintenant, par qui va-t-il être attribué ? Par le quintet assis à la table devant moi ici. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vais vous demander de bien vouloir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Claire Stoltz, vous avez été élue présidente du jury, manifestement. Vous êtes vice-présidente, vie étudiante et vie de campus de Sorbonne Université, vice-présidente du conseil d'administration Sorbonne Université. Je vous confie le micro, si vous voulez, pour quelques mots d'encouragement pour les candidats qui sont présents ce soir. Oui, eh bien, donc je suis très heureuse de faire partie de ce jury pour la première fois. Et je trouve que ce concours est vraiment formidable parce qu'il répond à une des exigences ou une des missions essentielles de l'université et de notre recherche, qui est de faire connaître les avancées de la recherche et les jeunes chercheurs au public, donc cette valorisation de la science et de la culture dans la société tout entière. Donc
Je vous souhaite une très bonne épreuve. Je suis sûre que, comme l'a dit ma collègue Nathalie Drachtemam, vous allez être extrêmement valeureux et brillant. Et voilà, je vous souhaite donc bonne chance à tous. Merci beaucoup. Alors, valeureuse et brillante, Laure-Anne Parisot l'a été l'an dernier, puisqu'elle était la lauréate Sorbonne Université de l'édition précédente. Laure-Anne, je te confie le micro. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs quel est le sujet de ta thèse? Parce que tu poursuis encore aujourd'hui tes travaux de recherche. Oui, exactement. Donc, je suis en 3e année pour mon sujet de thèse qui est l'étude de la cavitation par ultrasons et par impact pour la dégradation des composés organiques. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le résumé en 180 secondes de sa thèse sur Internet. Sur YouTube, oui. Sur YouTube, voilà. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de la barrière? C'est on rigolo. est mieux. Oui, on est mieux. Oui, je suis moins stressée. Un petit peu quand même, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Mais, oui, on est moins stressé, ça, il n'y a pas de doute. Un petit conseil de dernière minute, un petit mot d'encouragement? Oui, je vous encourage à fond. Et moi, j'aimerais un petit conseil encore, essayer de vous amuser un tout petit peu pendant votre représentation, parce que c'est quand même un moment unique. Et voilà, c'est agréable quand même, derrière le stress qui vous prend. Profitez du moment. Profitez du moment, voilà. Laure-Anne, merci beaucoup. Je dis quoi? Camille Fadel, vous êtes responsable de l'unité physique au Palais de la Découverte. Et à ce titre, d'ailleurs, vous pratiquez la médiation orale quasiment au quotidien. Oui, depuis 30 ans. Voilà. Effectivement, c'est la première fois que je participe dans le jury de ce concours. Et je suis sûr que je vais prendre énormément de plaisir parce que, de par mon métier, évidemment, je suis très, très, très sensible à la fois au contenu et à la forme, qui sont tous les deux sont des éléments extrêmement importants pour transmettre n'importe quel message. Merci beaucoup, Camille Fadel. Je vous laisse passer le micro à votre voisin. Merci. Hervé Le Guyader, vous êtes professeur émérite de biologie évolutive de Sorbonne Université. Vous avez été directeur d'une école doctorale ainsi que d'une UMR. Donc, à ce titre, vous avez encadré de nombreux doctorants au fil de leurs travaux de recherche. Quel regard portez-vous, du coup, sur cet exercice des 180 secondes? Quand j'ai entendu parler de cet exercice, il y a quelque temps déjà, je me suis rappelé de ce que me disait un de mes professeurs quand j'ai passé l'agrégation, il y a quelques lunes. Il disait « Un sujet peut se traiter en une journée, une demi-journée, une heure, une demi-heure, 20 minutes, 10 minutes ou 5 minutes. » Et il s'est arrêté à 5 minutes. Donc la nouveauté, c'est 3 minutes. J'ai déjà fait 5 minutes, ça m'est déjà arrivé. Et 10 minutes, 20 minutes, c'est classique dans les congrès. 5 minutes, j'ai fait. 3 minutes, je n'ai jamais fait. Donc, je vais prendre plaisir à voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe Braly, vous êtes directeur adjoint de la rédaction en charge de la recherche et de l'innovation pour l'agence Newstank. Tout à fait, et avant tout journaliste scientifique. Voilà, je tenais à vous remercier de m'avoir choisi pour faire partie de ce jury. Je suis passionné de vulgarisation scientifique. J'ai travaillé longtemps pour divers magazines comme Sciences et Avenir, Sciences et Vie et La Recherche. Donc, j'ai un peu fait longtemps l'exercice que vous allez faire de vulgarisation scientifique, essayer de nous captiver. Alors là, en 180 secondes, moi, je ne l'ai jamais fait. C'est vraiment un défi. Donc voilà, j'attends moi d'être surpris. Je suis très curieux de vos recherches. Et surtout, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut prendre beaucoup de plaisir pour nous communiquer votre passion sur vos recherches. Merci beaucoup. Alors maintenant que vous vous êtes mis dans la peau des candidats pendant quelques secondes, là, histoire de découvrir un petit peu les projecteurs, la chaleur du regard du public attentif et merveilleux que nous avons dans la salle ce soir, vous vous êtes même prêté à l'exercice du micro. Je pense que vous êtes armés pour pouvoir écouter les 16 candidats qui vont se présenter à vous ce soir. Je vous invite à regagner vos places. Merci beaucoup et merci de votre implication dans ce concours. Honneur maintenant aux stars de la soirée. Les 16
doctorantes et doctorants. Certains sont même tout récemment docteurs de Sorbonne Université. Ils sont issus, comme il a été évoqué tout à l'heure, de la faculté des sciences, de la faculté des lettres ou d'établissements partenaires comme l'Université technologique de Compiègne ou le Muséum national d'histoire naturelle. Je vais vous les énoncer dans leur ordre de passage ce soir, ordre qui a été tiré au sort et ordre dans lequel ils figurent bien sûr sur vos bulletins de vote. La première candidate ce soir sera donc Alix Perrusso-Lambert. Elle sera suivie par Eugénie Pesé-Etzig, Ruben Lopez-Pérez, Marianne Roca, Cécile Dubois, François Godin, Isabelle Dumont-Daillot et Martin Turbet, avec son fan club. Après ce premier groupe de 8, on fera une courte pause qui va vous permettre aussi un petit peu de reposer vos mains, histoire de reprendre les applaudissements pour le groupe suivant qui démarrera avec Nesrid Benhadj Youssef. Elle sera suivie par Béatrice Biancardi, Mathieu Bertrand, Romain Durand de Cutely, Hélène Cazola, Paul Quentin, Augustin Guibaud et enfin Marine Truchet. C'est bien, je sens que l'ambiance monte progressivement, alors je vous rassure, je vais très vite leur laisser la parole. Un dernier point essentiel tout de même avant de démarrer, un petit rappel des règles du concours et des conditions de la sélection. Alors, le règlement du concours Ma thèse en 180 secondes indique précisément que les doctorants doivent présenter en 3 minutes et pas une seconde de plus leur sujet de recherche à un auditoire qualifié de profane et diversifié. Vous. Chaque participant doit donc faire un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Pour chaque présentation, c'est le candidat lui-même qui lance le chronomètre. D'accord ? Vous entendrez le tintement d'une cloche et vous pourrez suivre le décompte des 180 secondes sur l'écran qui est juste ici. Une fois lancé, rien ne peut arrêter le chronomètre, sauf éventuellement un problème technique majeur avec accord de la présidente du jury pour redémarrer la présentation si un tel événement devait survenir. Mais on a bien répété, on a tout vérifié, ça ne devrait pas se présenter. Un buzzer retentira à l'issue des 180 secondes et il faut savoir que tout mot prononcé au-delà des 180 secondes vaut disqualification du candidat. Eh oui, ça met un peu la pression, nous sommes d'accord. Dernière information aussi, les candidats peuvent faire le choix d'utiliser ou non un visuel pour soutenir leur discours. Si je ne me trompe pas, ce soir, ils ont tous choisi de vous en présenter un. Donc je vous donne quelques-uns des critères du règlement du concours quant à ce visuel. Il doit être unique, il ne doit comporter aucune animation, et il est affiché dès le lancement du chronomètre, et ce pour toute la durée de la présentation du candidat. Le jury sera en charge d'évaluer les candidats tant sur leur éloquence que la qualité de vulgarisation de leur discours. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous savez tout, la compétition peut commencer. Chers candidats, exactement comme pour la répétition tout à l'heure, je vais vous appeler tour à tour, vous confier le micro, énoncer le titre de votre thèse, puis je viendrai m'asseoir face à vous. À votre signal, je fais retentir la cloche qui déclenche le chronomètre et ouvre les 180 secondes que vous venez nous offrir. Première candidate ce soir, il en faut bien une.
Ah, il fallait bien démarrer par quelqu'un, ce n'est pas forcément la position la plus facile. Donc je vous demande d'encourager très chaleureusement Alix Perrusso-Lambert. Alix nous vient de l'école doctorale Sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotique. Le sujet de sa thèse est « Conception et développement d'interfaces tactiles ludo-éducatives pour le trouble du spectre de l'autisme ». Mesdames et messieurs, première candidate pour cette édition 2018 de ma thèse en 180 secondes Sorbonne Université, Alix Perrusso-Lambert. Qu'est-ce qui est essentiel et invisible pour les yeux si on n'y pense pas? Le toucher. Nous utilisons quotidiennement notre sens du toucher pour interagir et communiquer avec notre environnement, et ce, depuis notre stade de fœtus. Il nous permet de sentir et d'échanger des informations avec notre environnement, de sentir les contours de notre corps, mais également de communiquer sans mots. C'est un des piliers du développement d'un individu. On appelle communément autiste une personne qui nous paraît un peu renfermée. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme, une personne sur 120 en France, ont certes des problèmes de communication, des intérêts restreints, mais également des particularités sensorielles. En fait, ils perçoivent le monde d'une façon qui leur est propre. Le sens du toucher a été peu étudié pour cette population. Toutefois, les chercheurs ont trouvé deux choses intéressantes. La première, c'est que c'est le bazar au niveau de la perception tactile. Certains ne vont pas sentir la douleur, alors que d'autres ne vont pas tolérer une caresse. La deuxième, c'est qu'en fait, si on fournit des stimulations tactiles dans un environnement qui est contrôlé et adapté pour ces personnes, il peut en résulter de grands bénéfices pour leur bien-être, leur santé et leur autonomie. Génial, non? Mais comment faire? Chaque individu étant très particulier. En fait, l'être humain est un être formidable. Il cherche en permanence à repousser ses limites, et notamment en concevant de nouveaux outils. Eh bien ça, c'est moi. Je suis mécatronicienne. Je conçois des interfaces tactiles pour les besoins des personnes extraordinaires. Ma méthodologie est suivant deux axes. Le premier, plus général, vise à mieux comprendre la perception tactile et notamment l'influence d'un partenaire sur notre perception. Pour ce faire, j'ai reproduit une expérience de psychologie cognitive très utilisée dans le domaine visuel, mais cette fois transposée à la modalité tactile. Le résultat nous montre que le tactile a un très fort potentiel, mais pas dans des tâches purement sociales. Du coup, deuxième axe de ma thèse, en fait, on se focalise sur les besoins et les intérêts des personnes avec autisme. En fait, je suis allée observer des soignants et des aidants afin de construire un premier prototype que vous voyez derrière moi. Ensuite, j'ai voulu l'améliorer et l'évaluer. Pour ce faire, je suis allée interroger des professionnels de santé. Plus de 12 heures d'entretien et une vingtaine de participants à mon étude en ligne afin de recueillir leurs besoins et leurs retours. Et en fait, les premières analyses nous montrent que mon interface est utile, qu'elle est ludique et qu'elle est adaptable à tous car multitâche et facile d'utilisation. Et au-delà, elle serait même pertinente pour d'autres populations que ceux atteintes d'autisme. En fait, je conçois des outils pour les personnes extraordinaires, mais pas seulement, parce que nous sommes tous, quelque part, extraordinaires. Alix Perrusso-Lambert. Merci beaucoup. Merci Alix d'avoir relevé le défi d'ouvrir le bal pour les 15 candidats qui vont passer derrière toi. Avant les 15, la deuxième, Eugénie Peuzet-Etzig. Eugénie, tu nous viens de l'école doctorale Cerveau, Cognition, Comportement. Le titre de ta thèse est « Le rôle d'Engreld dans la survie et la physiologie des neurones dopaminergiques dans le contexte de la maladie de Parkinson ». Mesdames et messieurs, je vous laisse pour 180 secondes avec Eugénie Peuzet-Etzig. Je travaille sur la maladie de Parkinson. Nombre d'entre vous la connaissent. Malheureusement, sans doute au travers de vos proches. En termes d'occurrence, si on considère cet amphithéâtre de 500 personnes,
Statistiquement, 5 d'entre vous sont à risque de la développer. Or, pour le moment, il n'y a pas de moyen de guérison possible, seulement des médicaments qui permettent d'alléger les symptômes. La maladie se caractérise par la perte des neurones dopaminergiques, les neurones qui produisent la dopamine, un neurotransmetteur très important dans tout ce qui est mouvement. S'il y a moins de neurones, il y a moins de dopamine, ce qui explique les symptômes moteurs, les tremblements caractéristiques. Observez à présent cette image de cerveau prise au microscope. À gauche, en situation normale, vous pouvez voir envers les neurones, qui sont très denses, forment un réseau, tous connectés les uns avec les deux autres. Tandis qu'à droite, en situation pathologique, il y a une réduction drastique du nombre. Et ceux-ci n'ont pas l'air en forme. Regardez, ils ont l'air comme troués. C'est le modèle souris que j'utilise. Des souris qui développent Parkinson. C'est-à-dire qu'elles présentent une perte de neurones, ainsi que les symptômes moteurs. Ce qui en fait un très bon modèle d'étude. Il y a une bonne nouvelle. J'en ai une. Dans notre laboratoire, nous avons pu montrer que l'administration d'une superprotéine, qui s'appelle NGRELD, permet de protéger ces neurones dopaminergiques de la mort. En effet, dans nos souris modèles, lorsqu'on l'administre, il y a moins de dégénérescence de ces neurones dopaminergiques. Moi, je suis au niveau fondamental, à essayer de comprendre comment cela fonctionne. Et nous pensons que cela passe par des mécanismes épigénétiques. Épigénétique, c'est le fait qu'on ne modifie pas la séquence d'ADN, mais son enroulement. Il faut que vous visualisez l'ADN comme une pelote de laine qui s'enroule, se déroule, et que cet enroulement va conditionner l'expression des gènes. En vieillissant, il y a une décompaction de cette pelote. Votre ADN se débobine, défiloche, et cela peut entraîner une expression aberrante de gènes, pouvant induire des maladies, comme Parkinson. Nous avons pu montrer qu'NGREL rentre dans les cellules, se lie à l'ADN, ce qui permet de garder un niveau de compaction correct de cette pelote d'ADN. Cela en fait une sorte de superprotéine anti-vieillissement. Ça ne fait pas une crème anti-rides, c'est certain, mais c'est déjà pas mal, non? En pratique, comment j'étudie cela? Eh bien, j'analyse ce genre d'image. Regardez à présent les marques rouges dans mes neurones. Il y a un unique point bien défini dans mes neurones en situation normale. Tandis qu'en situation pathologique, il y a comme une perte de cette marque bien définie. Ces marques, elles me permettent de visualiser la compaction de mon ADN. C'est ce qui me permet de proposer NGRELD en tant que garante de ma pelote d'ADN, qu'elle conforme bien ma pelote afin que l'on puisse tous tricoter sans trembler. Merci beaucoup, Eugénie. Eugénie Peuzet-Exic. Troisième candidat ce soir, Ruben Lopez-Pérez. Ruben, tu nous viens de l'école doctorale Concepts et Langages. Et le titre de ta thèse est le plus facile à prononcer de la soirée pour moi ce soir. Le titre de sa thèse est « La guitare sur scène ». Mesdames et messieurs, Ruben Lopez-Pérez. La beauté en musique est comme l'essence de la vie, un mystère insoluble que nous voulons garder tel quel. Pas seulement à cause d'une vision romantique, mais aussi parce que la vie n'aurait plus de sens si elle en avait un. Cependant, malgré l'impossibilité de percer ce mystère, rien ne nous empêche de nous placer devant l'incommensurable avec le regard curieux et passionné d'un petit prince qui vient d'arriver sur notre planète. Je vais illustrer le sujet de ma thèse avec un exemple tiré du film « La famille Bélier ». Il s'agit de la scène où Paula et Gabriel, deux adolescents en pleine effervescence sexuelle, interprètent ensemble la chanson de Michel Sardou « Je vais t'aimer ». Après le premier couplet, le volume sonore diminue peu à peu pour nous plonger dans la perception propre à la famille de Paula, c'est-à-dire le monde du silence. Malgré leur surdité, ils sont capables de savourer toute l'interprétation, car ils perçoivent, aussi bien sur le visage que dans le geste de complicité des deux adolescents, toute l'émotion de la chanson. Le discours musical, comme le discours parlé, est multimodal, c'est-à-dire que les messages est délivré simultanément par le geste et par le son. Cette problématique m'a amené à observer la musique depuis une perspective nouvelle, en plaçant le discours musical et donc la séquence pensée, geste, son au centre de ma recherche.
Dans ma thèse, je cherche des réponses pour des questions telles que qu'est-ce que la musique exprime? Quels sont les chemins par lesquels le son nous mène? Images mentales, sensations physiques, émotions. Pour répondre à ces questions, j'analyse le discours musical d'un guitariste jouant un morceau du répertoire classique. Et pour cela, j'ai développé une procédure que j'appelle musique gestuelle à partir d'une vidéo du guitariste et qui comprend les phases suivantes. Codification et transcription de tous les gestes, y compris ceux de visage. Par exemple, fermer les yeux. Synchronisation de les gestes avec la partition, ce qui me permet d'en déduire la cohérence du message expressif, aussi bien gestuel que sonore, du musicien. Et finalement, l'interprétation des données par rapport à sa signification musicale. D'une certaine manière, on peut dire que nous sommes en mesure d'accéder à la pensée du guitariste en analysant son discours musical. Comme Don Quichotte, je cherche un impossible rêve. Je pars où personne ne part. Je tente de toutes mes forces d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête. Merci beaucoup. Quatrième candidate maintenant, je vais appeler Marianne Roca. Marianne, tu nous viens de l'école doctorale Complexité du vivant. Le titre de ta thèse est « Le contrôle de la mitose au cours de l'embryogénèse chez Phallusia mamillata ». Mesdames et messieurs, Marianne Roca. Permettez-moi de vous présenter votre cousine, Phallusia mamillata, un organisme marin qui fait partie du groupe le plus proche des vertébrés, donc notre cousine. C'est un animal qui va se nourrir en filtrant l'eau de mer et fait à peu près la taille de ma main. Comme ça, elle paraît innocente, mais en fait, c'est une délinquante qui n'écoute pas l'avis du juge. Mais de quel juge je vous parle? Pour cela, il faut que je vous présente la cellule, cette petite brique qui constitue les organismes vivants et qui contient l'information génétique portée par l'ADN. Un ensemble de manuels de fabrication qui va permettre à la cellule de faire face à toutes sortes de situations. Ça va constituer une grosse encyclopédie répartie en différents volumes qu'on appelle les chromosomes. Un organisme adulte, un animal adulte, est composé de milliers de cellules. Et pourtant, on est tous partis en étant une seule cellule. D'où la nécessité pour cette cellule de se multiplier. Pour cela, elle s'est divisée, donnant 2 cellules filles, qui elles-mêmes se sont divisées, 4 cellules, etc., etc., jusqu'à avoir suffisamment de cellules pour constituer un organisme adulte. À chaque division, il est nécessaire de transmettre cette information génétique. Pour cela, la cellule a d'abord dû recopier ces volumes et ensuite répartir un exemplaire de chaque volume dans chaque cellule fille. Si elle fait une erreur dans cette répartition, il va y avoir des conséquences néfastes pour la cellule. C'est ce qu'on observe dans le cas de maladies comme le cancer ou encore comme la trisomie 21, où il y a un exemplaire supplémentaire du volume 21. D'où la nécessité d'un juge qui va réguler cette histoire d'héritage. C'est le point de contrôle du fuseau mitotique, la mitose c'est le nom qu'on donne à cette division, qui va s'en charger. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder comment sont répartis les exemplaires. S'il se rend compte que la cellule a préparé 2 exemplaires du même volume dans la même cellule fille, il va arrêter la cellule, lui forcer à prendre le temps en fait, de corriger le problème, et une fois le problème résolu, la cellule va pouvoir finir sa division. Chez Phallusia, le juge, on ne le connaît pas encore. Et du coup, nous, on a voulu regarder comment il était. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une drogue qui va perturber l'organisation de ces volumes. Et on a regardé par microscopie ce qui se passait. On s'est rendu compte qu'il fallait attendre d'avoir 150 cellules, c'est-à-dire d'avoir passé 8 divisions pour trouver un juge actif. Dans les divisions précédentes, le juge, apparemment, il ne fait rien. Et le but de ma thèse, c'est comprendre comment les cellules elles ont fait pour se débarrasser du juge. Est-ce que c'est juste que le juge il n'est pas arrivé? Est-ce qu'il lui manque ses lunettes pour regarder comment sont répartis les exemplaires? Est-ce qu'il lui manque ses textes de loi pour savoir quelle décision il doit prendre? Pour regarder tout ça, en fait, j'ai ajouté un petit signal fluorescent, une petite lumière, et j'ai regardé au microscope qui était là, à quel moment. Si ça se trouve aussi, il y a quelqu'un qui va l'empêcher de travailler. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, et la thèse continue.
Marianne Roca. Cinquième candidate ce soir, je vous demande d'accueillir Cécile Dubois. Cécile, tu nous viens de l'école doctorale Mondes anciens et médiévaux. Le titre de ta thèse est « Achille à Rome, les métamorphoses de la figure d'Achille dans le monde romain à l'époque impériale, littérature et iconographie ». Mesdames et messieurs, Cécile Dubois. Les images ont un pouvoir. Même sans connaître les personnages qui sont derrière moi, vous pouvez ressentir toute la violence de cette image. On y voit un vieillard, la tête couverte d'un voile, agenouillé devant un jeune homme qui se détourne de lui avec insolence. Il s'agit du vieux roi de Troie, Priam, qui supplie son vainqueur Achille de bien vouloir lui rendre le cadavre de son fils Hector pour pouvoir l'enterrer. De même, les mots ont un pouvoir. Lorsque les auteurs disent d'Achille qu'il est un guerrier, nous ne ressentons pas la même chose que lorsqu'ils disent qu'il est un boucher ou un moissonneur d'hommes. Cela désigne pourtant le même acte de tuer l'un de ses semblables. Je m'intéresse donc au pouvoir des mots et des images. Je travaille sur les représentations littéraires et iconographiques d'Achille dans l'Empire romain, c'est-à-dire du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après, et dans un espace géographique qui s'étend de l'Espagne à la Turquie, de l'Afrique du Nord à la Gaule ou à la Germanie. Mon travail est double. Je vais à la fois en bibliothèque, je lis, je traduis et je commente des textes latents. Et ensuite, je vais sur le terrain voir les œuvres dans leur contexte de création. Par exemple, je vais aller voir des fresques à Pompéi, des mosaïques en Espagne, ou bien un trésor d'argenterie enfoui en Suisse. Achille est un personnage tout à fait extraordinaire. Il a une durée de vie étonnante, de près de 30 siècles. Il a été créé par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, et nous le connaissons encore à l'heure actuelle. Vous avez peut-être en mémoire l'une de ses dernières incarnations au cinéma, par Brad Pitt, dans le film 3. Pourtant, c'est un personnage qui a énormément changé, évolué, qui n'a cessé de changer. On peut presque dire à chaque siècle, il présente une facette différente. Pour ne donner que quelques exemples, au 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les Grecs, c'est le meilleur des guerriers, le plus beau. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, à Rome, dans une période de guerre civile, c'est un boucher et un moissonneur d'hommes. Au 1er siècle après Jésus-Christ, au moment où l'Empire se renforce, on cherche à former les jeunes princes. Et là, on va donner son éducation en modèle, une éducation dans les montagnes. Féroce, il apprend la chasse. Je me suis donc demandé pourquoi ce personnage évoluait autant. Et voici quelle est la réponse que j'ai trouvée. Dans le fond, ce n'est pas Achille qui change, c'est nous qui changeons. C'est-à-dire que Achille est un modèle, le modèle d'un guerrier et d'un héros, sur lequel nous projetons nos fantasmes, nos désirs, nos peurs. Chaque époque projette sur lui quelque chose de particulier. Autrement dit, il est le reflet d'époques changeantes. Étudier Achille, c'est nous comprendre. Comprendre Achille, c'est mieux nous comprendre. Mesdames et messieurs, Cécile Dubois. Je vais appeler maintenant le 6e candidat, François Godin. François, tu nous viens de l'école doctorale Sciences de la nature et de l'homme, évolution et écologie. Tu es donc le représentant aussi de la station marine de Roscoff, dont je parlais tout à l'heure. Et le sujet de ta thèse est « Effet du changement climatique sur la distribution de la macrofaune benthique en Manche ». Mesdames et messieurs, François Godin. Nous venons de voyager dans le passé avec Cécile, la candidate précédente. Mais que pensez-vous de la possibilité de voyager dans l'autre sens? En d'autres termes, peut-on prédire l'avenir? Peut-on par exemple prédire la distribution future des espèces en réponse au changement climatique? Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis ni médium ni astrologue.
Je suis scientifique. Et pour prédire la distribution future des espèces, la plupart des scientifiques utilisent ce qu'on appelle des modèles de distribution d'espèces. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait, ce sont des modèles statistiques qui relient la distribution géographique des espèces et leur environnement. Et cet environnement peut se caractériser par un ensemble de variables, comme par exemple, pour les bestioles qui sont derrière moi, la profondeur, le type de sédiment ou encore la température. Alors, l'utilisation de tels modèles pour prédire la distribution future des espèces en réponse au changement climatique se base en général sur des données de distribution actuelle de ces espèces. On fait ainsi des prédictions pour le futur sans savoir vraiment si elles vont se réaliser ou pas. Vous vous souvenez du docteur Emmett Brown? Allez, pour vous aider, je vous ai même mis un indice là-haut. Et oui, c'est le doc dans Retour vers le futur, celui qui a transformé sa voiture pour voyager dans le temps. En 1985, à la fin du premier film, il disait, en partant en l'an 2015, « Là où on va, on n'a pas besoin de route. » Et le fait est qu'en 2015 comme aujourd'hui, on en a toujours besoin de route. Ce qui prouve bien que les prédictions des scénaristes ne se sont pas réalisées. L'objectif de ma thèse est de développer des modèles de distribution d'espèces marines, des coquillages, des crustacés par exemple, qui vivent sur les fonds de la Manche, mais pas à partir de données de distribution actuelles de ces espèces. En effet, dans les années 70, des chercheurs ont entrepris, à bord d'un navire océanographique, une exploration des fonds de la Manche dans le but de cartographier la distribution des espèces qui s'y trouvent. L'idée est donc de développer les modèles de distribution d'espèces à partir de ces données collectées dans les années 70 et de comparer les résultats de prédiction pour la période actuelle, c'est-à-dire après un réchauffement d'1 degré en moyenne sur toute la Manche, avec les données de distribution actuelles de ces espèces que j'ai en grande partie collectées pendant ma thèse. Alors finalement, c'est un peu comme si je prenais la fameuse DeLorean, la voiture du doc, et que je partais avec mon ordinateur portable dans les années 70, développer les modèles, réaliser les prédictions pour les années 2010, et que je faisais ensuite mon retour vers le futur afin de comparer les résultats des prédictions avec les données de distribution actuelles des espèces. Et cette comparaison nous permettra de savoir si l'on peut ou non prédire l'avenir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. François Godin. Alors, j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous suivent en direct sur Internet que cette diffusion est possible grâce aux équipes techniques du Centre de production multimédia et ainsi que la direction logistique des campus qui permet aussi la mise en place de tout ce qui se présente devant vous ce soir. Et je pense qu'on peut les remercier pour leur implication et la qualité de l'accueil qu'ils nous réservent dans cette salle. 7e candidate maintenant, Isabelle Dumont-Daillot. Isabelle, tu nous viens de l'école doctorale Mondes anciens et médiévaux. Le titre de ta thèse est le plus long de la soirée, à n'en pas douter. Alors, le titre de ta thèse donc, traduction et commentaire de 8 discours de Dion Chrysostome. 21 sur la beauté, 28 et 29, Mélancomas 1 et 2, 67 sur l'opinion populaire, 68 sur l'opinion, 70 sur la philosophie, 71 sur le philosophe, 72 sur l'apparence physique. Tout ça en 180 secondes. Mesdames et messieurs, Isabelle Dumont-Daillot. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, l'opinion populaire occupe une place beaucoup trop importante, que ce soit dans notre vie privée, dans le monde politique, dans le monde judiciaire. Pourtant, c'est comme quand on navigue sur un bateau. Certes, il faut tenir compte des vents contraires, mais il ne faut jamais perdre de vue sa destination si l'on veut arriver à bon port. Ces petites considérations, très actuelles, ne sont pas de moi, mais d'un homme qui vivait il y a 2000 ans, en Grèce orientale, l'actuelle Turquie. C'était un brillant conférencier qui s'appelait Dion, tellement brillant d'ailleurs qu'il avait reçu le surnom de Chrysostome,
du grec stoma, la bouche, chrusos, en or. Il nous a laissé environ 80 discours. Et quand on veut les traduire, on est confronté à plusieurs difficultés. D'abord, il faut analyser, faire des recherches sur le contexte historique, politique, philosophique du 1er siècle après Jésus-Christ en Grèce orientale, donc l'actuelle Turquie, l'Asie mineure, qui était alors sous la domination de l'Empire romain. Et puis, il faut affronter la complexité du grec ancien, ce qui, je pense, vous me l'accorderez, n'est pas une mince affaire. Les discours de Dion qui m'intéressent tout particulièrement sont ceux dans lesquels il livre ses émotions. Par exemple, quand il évoque sa façon d'être touché par la beauté d'une statue, ou encore quand il doit surmonter son grand chagrin au moment où il doit faire l'éloge funèbre de son ami Mélancomas, un boxeur adulé à l'époque et que Dion admirait moins pour ses prouesses sportives que pour ses grandes qualités morales. Comment ? J'entends les détracteurs. Les détracteurs, il y en a toujours, Dion le disait déjà, les vents contraires font partie du voyage. J'y pense souvent. Et les détracteurs me disent, vaut-il vraiment la peine de se donner autant de mal pour traduire des textes qui finalement ne parlent que d'émotions ? Les émotions n'ont jamais révolutionné les connaissances. Alors certes, mais les humanités, quand elles donnent la parole à un homme d'il y a 2000 ans, eh bien, lui permettent aussi de transmettre ses émotions. C'est donner la parole à des émotions qui sont communes aux nôtres, c'est faire tomber les frontières. Alors j'espère, quand vous croiserez ces détracteurs, que vous m'aiderez à leur montrer qu'il serait vraiment dommage que ces textes restent lettres mortes. Isabelle Dumont-Daillot. Dernier candidat du premier groupe, je vous demande d'accueillir Martin Turbet. Martin, voici le micro. Martin, tu nous viens donc de l'école doctorale Astronomie et Astrophysique. Le titre de ta thèse est « Étude de l'habitabilité des planètes froides avec un modèle numérique du climat, application à la planète Mars primitive ». Mesdames et messieurs, Martin Turbet. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Je rêvais la nuit de voyager à bord d'un vaisseau spatial pour explorer les planètes de Star Wars. Il y avait d'abord Tatooine, l'emblématique planète désertique qui tourne autour de 2 soleils, puis Mustafar, une planète volcanique et recouverte de lave en fusion. Et enfin Hoth, une planète froide, une vraie boule de glace. J'ai appris des années plus tard qu'il y a autour de nous de vraies planètes détectées à l'aide de télescopes et qui pourraient ressembler aux planètes de Star Wars. On les appelle les planètes extrasolaires, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. C'est un peu là le but de ma thèse. Prédire un peu comme George Lucas l'a fait 40 ans auparavant, ce à quoi peuvent ressembler la surface et le ciel des planètes extrasolaires. Mais cette fois-ci, en me battant à coups d'équations physiques. Pour cela, j'ai utilisé un modèle numérique du climat de la Terre, un programme informatique composé de centaines de milliers de lignes, et je l'ai adapté aux conditions particulières des planètes extrasolaires. Avec mon modèle, je peux simuler l'atmosphère de n'importe quelle planète, avec ses vents, ses nuages, ses montagnes, ses océans, et tout ça sur un ordinateur. Alors sur le papier, ça paraît pas mal, hein. Mais en fait, il y a un hic. Car en commençant, mon maître de thèse m'a dit « Tu sais, jeune Padawan, tes rêves sont bien, mais sache qu'elles sont loin, tes planètes. Si loin qu'on ne peut y aller. Si loin qu'il te faudra attendre des décennies avant de pouvoir les observer. » Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que je ne savais pas non plus d'ailleurs, c'est que dans le même temps, un petit miracle était en train de se préparer.
on avait découvert une planète extrasolaire extraordinaire. Plus fort que Tatooine, elle tourne autour de 3 soleils. À la fois chaude comme Mustafar et froide comme Hoth. Impossible, vous allez me dire. Et pourtant, cette planète est en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle montre toujours la même face à son soleil. Elle a donc une face chaude, dans le jour permanent, et une face très froide, dans la nuit éternelle. Mais ce qui est le plus fort avec cette planète, c'est qu'elle tourne autour de l'étoile la plus proche de notre système solaire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Proxima b. À l'aide de mon modèle numérique de climat, j'ai exploré tous les scénarios possibles d'évolution de cette planète. Et j'ai montré que dans la plupart d'entre eux, elle devrait avoir de l'eau liquide à sa surface. Et dans l'un des plus vraisemblables de mes scénarios, cette planète ressemblerait à ça. Une planète entièrement recouverte de glace, sauf en un point, sous le soleil. Étrange, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, car j'ai également montré que d'ici 2 ans, le télescope spatial JWST, successeur du télescope Hubble, va pour la première fois nous apporter des informations concrètes sur l'atmosphère et la surface de Proxima b. Plus fort encore que tous mes rêves d'enfant. Le Jedi Martin Turbet. Avant de le confier au candidat, je vais le repasser un petit peu auprès des membres de notre jury pour prendre un petit peu à mi-parcours la température de ce concours, savoir déjà si vous allez bien, si vous avez passé une bonne première partie de soirée, et puis voilà, savoir un peu quelles sont vos premières impressions après ce passage des 8 premiers candidats. Je vais vous laisser vous passer le micro en ligne, si vous voulez bien. Oui, on est. Je ne sais pas si je peux pas entendre, mais en tout cas, je suis surpris du niveau de vulgarisation scientifique dont ils savent faire preuve, ce qui ne doit pas être vraiment évident, j'imagine, de synthétiser comme ça en 180 secondes. Les sujets étaient tous passionnants et ça va être très serré. Voilà. Et attendez, il y en a encore 8. Merci beaucoup, Monsieur Brally. Lauriane? Dans le même sens, le niveau est très bon et tout le monde a fait un gros effort de vulgarisation et de mise en couleur de son sujet. Donc effectivement, ça va être très dur. Et j'ai beaucoup d'empathie pour vous, je trouve ça hyper cruel. Merci Lauriane Parizeau. J'avais parlé de candidats valeureux tout à l'heure. Et bien effectivement, ça se confirme, ils sont tous extrêmement valeureux. Merci Claire Stolz, pardon. Moi, j'ai beaucoup aimé la variété des sujets. Il y a vraiment de tout. C'est vrai, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Quelqu'un du public, d'ailleurs, m'en parlait pendant la pause. Pouvoir passer comme ça de la Grèce antique aux planètes de Star Wars avec cohérence, c'est quand même assez exceptionnel. Je dirais la même chose, en fait. Je suis le dernier à parler. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels, a priori, je sais des choses et d'autres qui m'intéressent tout autant. Donc, et tout est très bon. Parfait. Monsieur Le Guyader, merci beaucoup. Alors, on va reprendre le concours. La première candidate du second groupe est donc 9e candidate ce soir, 9e candidate inscrite sur vos bulletins de vote, 9e candidate de l'édition 2018 du concours Ma thèse en 180 secondes de Sorbonne Université. Je vous demande d'encourager Nesrid Benhadj Youssef. Nesrine, tu nous viens de l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur. Ton sujet de thèse s'appelle « Micro-encapsulation d'une molécule antioxydante pour l'enrichissement des produits alimentaires ». Mesdames et messieurs, Nesrid Benhadj Youssef. Nous aimerions bien parfois se créer une bulle assez résistante pour nous protéger de tous les malheurs du monde qui nous affectent, pour que rien de mal ne nous atteigne. La bétanine a un peu le même rêve. C'est un pigment naturel de couleur rouge présent dans la betterave. Elle a un fort pouvoir antioxydant qui permet de lutter contre les maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson.
Mais le problème avec ces molécules, c'est qu'elles sont très sensibles et se dégradent en présence de nombreux facteurs. Oxygène, lumière, température élevée, acidité. Car même si elles arrivent intactes au niveau de notre organisme, elles seront de toute façon dégradées dans l'estomac où le pH est très acide. Et on ne pourra donc pas profiter de leurs propriétés bénéfiques. C'est pour cela que beaucoup la sous-estiment. Elle est seulement utilisée comme colorant alimentaire aujourd'hui. Quel dommage! Évidemment, elle colore tout en rouge, tout en rose. C'est joli, c'est mignon. Mais il faut voir au-delà des apparences. Elle n'est pas superficielle. Elle est capable de grandes choses. Elle a juste besoin d'un peu d'aide. Et c'est là que je vais intervenir. Comment vais-je procéder? Je vais utiliser la méthode d'encapsulation. C'est-à-dire que je vais créer une enveloppe autour de la bétanine avec des matériaux d'enrobage d'origine végétale, aussi appelés les biopolymères. Première étape de la recette, je vais extraire de la bétanine de la betterave. Ensuite, dans un récipient, je vais mettre de la bétanine, des biopolymères et de l'eau. Je mélange le tout et je passe cette solution dans un atomiseur. Qu'est-ce qu'un atomiseur? Un atomiseur est constitué d'une chambre cylindrique dans laquelle un jet d'air chaud est introduit. Notre solution est pulvérisée et un nuage de gouttelettes se forme. Chaque petite goutte, en contact avec l'air chaud, en quelques millisecondes, va se transformer en poudre. L'eau s'est évaporée, que reste-t-il donc? Les biopolymères et la bétanine. Nous obtenons donc une poudre de microcapsules de bétanine, une poudre qui peut faire des merveilles. Et je vous garantis que ce n'est pas une poudre de perlimpinpin. Cette méthode que je viens de vous décrire est une étape préliminaire de base. Il faut renforcer la capsule pour permettre une protection maximale. Pour permettre une protection maximale, mais différents moyens s'offrent à nous, comme la réticulation par exemple. Réticuler, c'est créer des liaisons chimiques entre les biopolymères, des liaisons très solides. Un peu comme deux amoureux qui se tiennent la main. Quoi qu'on fasse, rien ne pourra les séparer. De cette manière, on va avoir un réseau de biopolymères très protecteur et on va obtenir un super bouclier pour protéger la bétanine. Que va-t-on faire de ces capsules? On va les ajouter dans des aliments comme des crèmes dessert, des biscuits, des yaourts par exemple, un peu comme les yaourts au bifidus actif. On va créer des super aliments enrichis en antioxydants. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un colorant alimentaire, n'est-ce pas? Parfois dans la vie, on a juste besoin d'un peu d'aide pour faire ressortir notre côté exceptionnel. Et son côté exceptionnel à la bétanine, c'est de nous créer un bouclier pour nous protéger d'une partie des malheurs du monde, les maladies. Encapsulée, la betterave, elle gère grave. Merci beaucoup. Nesrid Ben Hadj Youssef. 10e candidate ce soir, j'appelle Béatrice Biancardi. Béatrice, tu nous viens de l'école doctorale informatique, télécommunications et électronique. Le titre de ta thèse est « Les premières secondes comptent ». Gérer les premières impressions pour un agent virtuel plus engageant. Mesdames et messieurs, Béatrice Biancardi. Savez-vous que maintenant, vous vous êtes déjà forgé une impression sur moi? Ah oui, c'est automatique. Et vous avez été influencé par mon apparence, par mes gestes, par ma voix, par mon accent. Moi, j'étudie comment ces impressions se forment et comment elles influencent les interactions. Pas entre les humains, mais avec des agents conversationnels animés. Il s'agit de personnages virtuels qui ont des caméras pour nous voir, des micros pour nous entendre et un corps et une voix pour nous répondre. J'étudie leurs comportements non verbaux, c'est-à-dire tout l'ensemble de gestes, mouvements de tête, expressions faciales. Pourquoi cela? Imaginez d'être en face d'un personnage virtuel comme celui-là, qui s'appelle Alice. Alice a les mains dans les poches. Elle ne vous regarde pas. Elle n'a aucune expression sur son visage. Avez-vous envie d'interagir avec elle? Je pense que non. Hein? Imaginez Alice qui sort les mains des poches. Elle fait beaucoup de gestes. Elle vous regarde. Elle vous sourit. C'est quand même autre chose là. Hein? Et moi, je cherche à améliorer les premières impressions générées par ces personnages comme Alice, car ces impressions ont un impact très fort sur la qualité et sur la durée des interactions suivantes. C'est là que tout se joue. C'est là que vous déciderez ou non de tendre la main à Alice, de commencer une interaction avec elle.
Pendant la première partie de ma thèse, j'ai analysé des vidéos d'interaction humaine pour comprendre les comportements non-verbaux associés aux impressions que nous nous formons. Par exemple, si je veux apparaître plus amicale, je commence par vous sourire. Je me penche vers vous. J'évite de croiser les bras. Je fais quand même attention de ne pas exagérer mon sourire pour éviter de sembler un peu bête. Pour apparaître plus compétente, j'utilise des positions de dominance et des gestes qui sont liés à ce dont je parle. J'ai donc ces comportements Alice comme base pour ces interactions avec l'humain. Mais attention, on ne sait pas si ceux-ci ont les mêmes effets lorsqu'ils sont réalisés par un personnage virtuel. Alice doit donc apprendre quel comportement garder et quel comportement supprimer. Souvenez-vous qu'elle a des caméras et des micros pour nous voir et nous entendre, et qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui permettent d'interpréter nos réactions. Alice peut donc comprendre si on est engagé ou pas pendant l'interaction, et donc quel est le bon comportement à montrer au bon moment. Elle s'adapte à l'humain, et l'interaction sera plus crédible et plus engageante. C'est ici mon objectif. Pour aujourd'hui, c'est déjà un bon résultat, si vous vous êtes forgé une bonne impression sur mon sujet de thèse. Merci. Merci beaucoup. Béatrice Biancardi. Onzième candidat ce soir, Mathieu Bertrand. Stéphane, on de la voix, manifestement. Tu nous viens de l'école doctorale physique en Île-de-France. Le sujet de ta thèse est électrodynamique quantique en cavité avec un qubit optique dans le strontium ultra-froid. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes comme moi à l'écoute de ce sujet de thèse. Mesdames et messieurs, Mathieu Bertrand. Je possède le pouvoir de faire fuir votre regard avec deux mots qui n'ont pourtant rien de mystique. Je suis venu ce soir parler de physique atomique. L'atome est au cœur de la matière. Nous, les physiciens, aimons décrire ses états. Comme vous et moi, il peut par exemple être dans un état reposé ou dans un état excité. Avant que vous ne pensiez que je suis complètement fou, laissez-moi vous donner un exemple de tous les jours. Le téléphone dans votre poche utilise le système GPS pour repérer sa position. Pour ce faire, il mesure le temps que mettent des ondes émises par 4 satellites à traverser l'atmosphère pour parvenir jusqu'à lui. Vous l'aurez compris, la précision sur sa position dépend de la précision sur le temps. Mais si vous utilisez un simple cristal de quartz comme horloge, comme c'est le cas dans la montre digitale à votre poignet, les imprécisions sur la mesure du temps pointeront probablement votre téléphone au milieu de la scène. A l'inverse, un atome a le bon goût de garder exactement les mêmes propriétés, qu'il soit sous le ciel gris de Paris ou sous le soleil de Marseille. Il peut donc juger des précisions sur la mesure grâce à l'astuce suivante. Le quartz, pas très sûr de lui, pose des questions à l'atome. Il lit l'heure sur sa montre et l'envoie à notre juge. Si l'atome s'excite, c'est que le quartz avait vu juste, mais s'il reste au repos, c'est que l'heure n'était pas la bonne. En appliquant ce principe à tout un tribunal d'atomes et non à un petit juge isolé, vous obtenez une horloge atomique. Je m'intéresse dans mon travail à la star des meilleures horloges du monde, l'atome de strontium. Il bat à plate couture les atomes du GPS en remplaçant ce quartz par un laser. Et j'ai pour ambition d'améliorer encore la fiabilité de ces horloges en faisant en sorte que les juges se concertent avant de donner leur verdict. Autrement dit, lorsque l'état d'un atome est lié à celui de ses voisins, on peut porter la précision à un stade encore plus loin. Ces corrélations d'état à distance sont appelées intrications. Mais les atomes de strontium, loin d'être des patients faciles, sont bien trop agités et ne savent pas rester tranquilles. Ma première mission est de les calmer à l'aide de faisceaux laser. On parle de les refroidir, tels des grains de pollen piégés entre 6 vents froids, venus d'est, ouest, nord, sud, haut et bas. Je les transférerai ensuite dans le tribunal composé de 3 minuscules miroirs. Un nouveau laser circulant à l'intérieur sera le messager permettant aux atomes de parler entre eux pour générer cette fameuse intrication.
Espérant comprendre les mécanismes scientifiques en action, je m'inscris au rêve de l'homme qui s'épanouit dans sa maison, en repoussant toujours plus loin les murs de la compréhension. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Mathieu Bertrand. Douzième candidat ce soir, Romain Durand de Cutely. Romain, tu nous viens de l'école doctorale Cerveau, Cognition, Comportement. Le titre de ta thèse est, avec beaucoup de mots très longs, le titre de ta thèse donc, manipulation optopharmacologique des neurones dopaminergiques à l'aide de récepteurs nicotiniques photocontrôlables. Bravo. Merci. Mesdames et messieurs, Romain Durand de Cutely. Je vais vous parler d'un problème qui nous concerne tous, directement ou indirectement. Oui, mes amis, je le confesse aujourd'hui devant vous, je fais partie des 16 millions de Français qui fument quotidiennement. Et nous, les fumeurs, nous continuons à consommer malgré des conséquences terribles. Être essoufflé après le moindre effort, avoir parfois une haleine fétide, et je ne vous parle même pas des dégâts au plus long terme. Nous continuons à fumer malgré le prix d'un paquet de cigarettes qui flirte dangereusement avec les 10 €. Une cigarette au prix d'une demi-baguette. La nicotine va perturber le fonctionnement du cerveau et son action va mener à des comportements aberrants et à l'addiction. Nous cherchons à comprendre comment cela se passe. Une fois absorbée, elle passe dans le sang et va agir dans le cerveau sur des petits récepteurs qui sont des protéines à la surface des cellules, les neurones. Pour comprendre les mécanismes mis en jeu, l'idéal serait de pouvoir bloquer l'action de la nicotine sur son récepteur dans une zone précise du cerveau. Dans ce but, nous avons développé une technologie trop cool qui permet de contrôler le récepteur avec la lumière. Alors comment ça marche ? Imaginez que je sois un récepteur nicotinique. Alors déjà, je fais 10 nanomètres. 10 millionièmes de millimètre. Je suis tout petit. Alors l'idée, c'est de venir accrocher un nano-interrupteur chimique sur le récepteur qui va agir comme un bras et selon la longueur d'onde, ou plus simplement la couleur de la lumière qui l'éclaire, va prendre différentes formes géométriques. Et donc sous la lumière violette, l'interrupteur va empêcher la nicotine d'agir sur le récepteur et donc sur le neurone. Sous la lumière verte, le récepteur reste étendu et la nicotine peut agir normalement. Donc nous avons développé cet outil et nous l'avons utilisé dans un noyau particulier chez la souris du système de la récompense. Ce circuit met en jeu la dopamine, un acteur clé dans des comportements comme la motivation, l'apprentissage ou les habitudes. Toutes les drogues d'abus vont perturber ce circuit et les comportements associés, et ainsi mener à l'addiction. J'ai pu montrer au cours de ma thèse qu'en bloquant l'effet de la nicotine sur ce récepteur dans cette zone précise du cerveau, en amenant la lumière violette avec une fibre optique, les animaux n'avaient plus d'attrait pour la nicotine, alors que c'était le cas sous la lumière verte. Alors bien sûr, arrêter de fumer reste un objectif d'ici la fin de ma thèse, personnellement. Mais on ne va pas se mentir, la lumière dans un cerveau humain, c'est pas pour demain. Ça relève encore de la science-fiction. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à développer ces outils pour mieux comprendre les différentes étapes de l'addiction, le manque et la rechute, par exemple. Et comme on peut le lire dans le 3e verset de ma thèse, que la lumière soigne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Romain Durand de Cutely. Quelques sueurs froides quand nous t'avons accompagné sur le chronomètre. Ça nous a permis d'entendre le merveilleux buzzer de fin des 180 secondes. Nous allons passer maintenant à la 13e candidate de la soirée. J'appelle Hélène Cazola. Hélène, tu nous viens de l'école doctorale, Sciences pour l'ingénieur également. Le titre de ta thèse est
étude de l'interaction flagelle bactérien cellule végétale et ses effets sur la membrane plasmique végétale. Mesdames et messieurs, Hélène Cazola. Est-ce que vous vous imaginez être capable de mettre KO quelqu'un qui mesure 30 000 fois la taille de la tour Eiffel? C'est difficile à s'imaginer, et pourtant les bactéries, elles, sont capables de le faire avec nous. Prenons l'exemple de l'agent O157H7. C'est une bactérie à l'origine d'intoxication alimentaire très grave et sur laquelle je travaille. Quelques-unes de ces bactéries suffisent à coloniser tout votre tube digestif, juste avant d'injecter une bonne dose de toxine qui va attaquer vos organes jusqu'à ce que mort s'en suive. Heureusement, nous avons les antibiotiques, mais pas pour toujours. Car, en plus de jouer les costauds, les bactéries sont malines et ont appris à vivre avec les antibiotiques. Mais maintenant, c'est à notre tour d'être plus malin qu'elles. Pour cela, revenons à O157H7. Cet agent du mal utilise plusieurs filières pour remonter jusqu'à nous. L'une d'elles, assez connue, c'est la viande, car le QG des O157H7, ce sont les bovins. Un autre réseau moins évident, mais tout aussi actif, ce sont les légumes. En effet, ces bactéries n'ont pas peur de se salir les mains. Elles patientent calmement dans les bousses de vache jusqu'à ce que celles-ci soient utilisées comme engrais biologique. Et oui, ce n'est pas toujours glamour, la vie d'un agent secret. Mais quel que soit l'itinéraire qu'elles empruntent, elles ne se séparent jamais d'un gadget qu'elles possèdent même en plusieurs exemplaires, le flagelle, une sorte de ventouse qui leur permet de s'accrocher aux cellules pour être transportées et pour infecter. Voilà pourquoi je m'intéresse à cette interaction flagelle-membrane cellulaire, qui est cette frontière qui sépare l'intérieur de la cellule du monde extérieur. Elle est principalement constituée de lipides, mais trop complexe pour être étudiée en tant que telle. Je travaille donc sur des modèles de membranes simplifiées, qui sont comme une cellule vide, et sur la membrane, on ne retrouve que quelques types de lipides bien choisis. Ces modèles, je les mets ensuite en contact avec les O157H7, et je regarde sur quel type de lipides ces bactéries vont le plus adhérer. Ces modèles, je m'en sers également pour emprisonner des molécules détectables, en l'occurrence fluorescentes, pour étudier le positionnement du flagelle sur la membrane. Si le flagelle vient juste se coller sur la membrane, mes molécules sont toujours emprisonnées, je ne vois rien. Par contre, si le flagelle traverse la membrane, là, les molécules vont s'échapper et je vais détecter quelque chose. Au final, toutes ces informations vont permettre de mieux comprendre l'adhésion du flagelle sur nos cellules, qui est un atout indéniable dans la transmission et l'infection bactérienne, et qui pourront peut-être également servir à la construction d'un gadget anti-flagelle. Mais en attendant, ce que je vous conseille, c'est d'éviter les bousses de vache. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Hélène Cazola. Le candidat suivant est le troisième représentant de l'UTC. Je vous demande d'accueillir Paul Quentin. Donc tu nous viens également, bien sûr, de l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur. Et le titre de ta thèse est « Étude de l'induction du métabolisme cutané des xénobiotiques dans un contexte d'évaluation du risque pour l'homme ». Mesdames et messieurs, Paul Quentin. Savez-vous que votre mode de vie peut potentiellement impacter votre sensibilité cutanée vis-à-vis des cosmétiques? Bon, je m'explique. Un de mes 2 encadrants de thèse, qui est toxicologue dans l'industrie cosmétique, a remarqué un phénomène étrange. Certains cosmétiques provoquent des allergies sur la peau de consommateurs pourtant habitués aux produits. On a émis une hypothèse qui se base sur l'interaction du cosmétique avec d'autres substances chimiques que l'on retrouve dans notre environnement. Par exemple, y en a-t-il parmi vous qui prennent le vélo le matin pour aller au travail? Oui? Oui? Donc il y en a sûrement qui font leur trajet dans un environnement pollué et qui peuvent potentiellement inhaler des substances chimiques issues des gaz d'échappement ou des usines. Ces substances chimiques peuvent être ensuite retrouvées dans votre circulation sanguine qui irrigue tout votre organisme, dont votre peau qui est vascularisée. Vous me suivez toujours? C'est bon? On pense que ce sont ces substances chimiques présentes dans le sang qui vont changer la manière dont la peau réagit aux produits cosmétiques. Et j'ai même une petite idée sur le mécanisme. Je pense que le cosmétique a été transformé
par des enzymes de détoxification qui ont perdu les pédales. Ces enzymes, ce sont des grosses molécules que l'on possède tous, connues pour transformer les substances chimiques qui rentrent dans nos organismes, pour les éliminer. Alors ça, c'est leur bon côté, parce que des fois, elles font l'inverse. Au lieu de détoxifier, elles transforment une substance non toxique en quelque chose de très réactif et potentiellement toxique. Alors ces enzymes, il n'y en a pas beaucoup dans la peau de manière normale. Il n'y en a pas assez pour qu'elles transforment les produits cosmétiques. Par contre, j'ai montré que si on retrouve des substances chimiques dans le sang, telles que des polluants, on observe que ces enzymes se démultiplient dans la peau. Et s'il y a plus d'enzymes, il y a alors un risque qu'elles transforment un produit cosmétique en une substance toxique, pouvant provoquer une allergie. Pour pouvoir montrer cet effet des polluants sur les enzymes de la peau, j'ai dû travailler sur des systèmes vivants complets, proches de l'homme. Pour ça, j'ai travaillé à l'université dans un laboratoire de bioingénierie avec des souris sur lesquelles on a greffé de la peau humaine. Impressionnant, non ? En plus, comme il est interdit de tester directement les cosmétiques sur les animaux, j'ai développé un système biomimétique artificiel pour mimer le vivant, pour reproduire le vivant et savoir si les cosmétiques réagissent avec les enzymes de la peau. Bon, comme moi, certains d'entre vous pensent peut-être que d'aller vivre à la campagne, c'est la solution pour sortir de cette pollution. Eh bien, ce n'est pas si simple, parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques dans l'agriculture actuellement, et on est loin d'être sûr qu'ils sont sans effet sur notre santé. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Paul Quentin. Quinzième candidat ce soir, Augustin Guibaud. Alors, Augustin, tu nous viens de l'école doctorale Sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotique. Le sujet de ta thèse est « Contrôle de flamme en apesanteur, rôle des conditions ». Mesdames et messieurs, Augustin Guibaud. Qui parmi vous aimerait partir sur Mars ? Bon, on va être un peu serré, mais attention, je crois qu'il y a un danger. Pendant tout le trajet, qui dure 6 mois, il est possible qu'un incendie accidentel se démarre. Or, dans cette petite navette isolée au milieu de l'espace, les flammes peuvent percer les parois, faire chauffer l'habitacle comme une cocotte minute, dégager suffisamment de fumée pour vous intoxiquer. Vous êtes toujours motivé ? Bon, si un feu peut démarrer, essayons au moins de diminuer ses effets. Mais contre quoi lutter en premier ? La dégradation des matériaux ? La montée de la température ou la production de fumée. Et c'est là notre chance. Parce qu'en apesanteur, ces 3 dangers sont liés à des mêmes particules qu'on appelle les suies. Ce sont elles qui rendent une flamme visible. En effet, elles absorbent l'énergie qui les entoure et elles brillent. Et de la même manière que la lumière du soleil va vous chauffer à distance, ces particules réchauffent tout ce qu'elles éclairent. Ainsi, elles transforment l'énergie thermique de la flamme et la dispersent aux alentours. Sur Terre, cependant, ces particules ont une très forte concurrente. La gravité. En effet, les gaz chauds produits par une flamme sont plus légers que l'air environnant. Ils s'élèvent donc spontanément comme une montgolfière. Ce faisant, ils embarquent avec eux énormément d'énergie et privent ainsi les suies de leurs précieuses ressources. Mais en apesanteur, plus de gravité. Donc toute cette énergie reste sur place et les suies peuvent la distribuer au gré de leur bon vouloir. Elles peuvent ainsi endommager des objets proches ou faire chauffer la température globale. Pour comprendre donc comment le feu se propage, il faut tout saisir sur ces particules. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai donc créé une grosse expérience qui permet, à partir de la lumière qu'elles produisent, de comprendre comment elles vont réchauffer leur environnement, produire de la fumée. Pour ce faire, on va embarquer cette expérience à bord d'un avion assez spécial. Ça s'appelle l'avion 0G et je le déconseille à tous ceux qui sont malades en transport. Les pilotes n'arrêtent pas de faire des montées-descentes. Ce sont d'énormes montagnes russes, de telle sorte qu'à bord, tous les passagers et tous les objets se mettent à flotter pendant environ 20 secondes. Nous, c'est un temps bien suffisant pour pouvoir allumer un échantillon et le filmer pour notre analyse. Parfois, ça nous rend malade, mais bon, ça, c'est pour la science. Revenons à notre navette spatiale. Puisqu'elle est isolée, vous pouvez contrôler tous les paramètres. Vous choisissez la vitesse de la ventilation. Vous allez pouvoir contrôler également la pression, la quantité d'oxygène que vous mettez à bord. Tout cela, bien sûr, tant que les astronautes peuvent respirer.
Parmi cette gamme de paramètres disponibles, nous allons donc choisir ceux qui nous permettent de réduire au maximum l'impact d'une flamme. On a observé l'automne dernier que si on baissait un petit peu la pression, on était capable de diminuer la propagation des flammes et la quantité de fumée générée. Intéressant, non? On a très hâte, parce que la semaine prochaine, d'ailleurs, je retourne faire des essais en vol pour pouvoir vérifier cette hypothèse. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Augustin Guibaud. Seizième candidate ce soir, Marine Truchet. Merci d'avoir attendu patiemment ton tour. Tu nous viens de l'école doctorale Sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotiques. Le titre de ta thèse est « Doubles émulsions et particules microfluidiques pour une libération contrôlée de principes actifs à intérêt pharmaceutique ». Mesdames et messieurs, Marine Truchet. Si je vous dis médicaments, piqûres, ah, je vois que ça ne vous évoque pas quelque chose de très agréable. En fait, lorsqu'on nous injecte un médicament, la substance qui va vraiment agir dans notre organisme s'appelle un principe actif. Et moi, je m'intéresse à des principes actifs qui sont fragiles et qui vont se dégrader très rapidement dans notre organisme. Donc, pour soigner efficacement un patient, qui est par exemple atteint du diabète ou d'insuffisance cardiaque, on est parfois obligé de répéter des injections. Mais vous imaginez, cela représente parfois une injection tous les jours, pendant des années. Donc je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce serait un réel gain de confort de passer à une injection par semaine, voire une injection par mois. Et pour cela, on peut encapsuler notre principe actif dans une petite sphère de polymère hydrophobe. Alors un polymère hydrophobe, c'est une longue molécule qui n'est pas soluble dans l'eau. Elle va donc, elle, se dégrader très lentement dans notre organisme. On va donc pouvoir utiliser notre sphère comme un petit réservoir qui va libérer très progressivement le principe actif. Mais le problème, c'est que notre principe actif, lui, il est hydrophile. Il adore l'eau. On va donc avoir du mal à les mettre ensemble, le polymère et le principe actif, en contact, car ils sont un peu comme chien et chat, ils n'ont aucune affinité l'un avec l'autre. On va donc devoir être plus rusé si on veut les faire cohabiter. On va réaliser une double goutte. On enferme d'abord le principe actif dans une goutte d'eau. On enrobe cette goutte d'eau grâce à une solution de polymère, et on disperse le tout en petites gouttes dans de l'eau grâce à l'équivalent industriel d'un gros mixeur. Mais lorsqu'on utilise les techniques classiques comme l'atomiseur pour faire des gouttes, tout se passe bien, mais pour notre double goutte, rien n'est contrôlé. La taille des gouttes est très hétérogène et une grande quantité du principe actif n'est pas encapsulée. Le travail du chercheur s'apparente alors au travail d'un directeur de casting. Suivant. Oh non, trop gros, beaucoup trop gros. Mais enfin, vous allez boucher ma seringue. Non, suivant. Oh bah, c'est trop petit pour le coup. Bah, la libération sera beaucoup trop rapide. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Bernard, je t'avais demandé de me virer tous les candidats non encapsulés. Non, je ne veux même pas les recevoir. Suivant. Vous l'aurez compris, ce processus génère beaucoup trop de pertes. Mais heureusement, j'ai une astuce pour que chaque principe actif puisse avoir son petit quart d'heure de gloire. Mon secret, c'est ma puce. J'ai gravé dans cette puce des tout petits canaux qui ont la taille d'un cheveu. Et grâce à ce système, je vais pouvoir générer mes gouttes une à une. Je récupère en sortie des doubles gouttes dont j'ai parfaitement contrôlé la taille et la composition. Je m'assure ainsi que chaque principe actif est encapsulé. C'est donc finalement en réduisant la taille de mes outils que je vais pouvoir réduire le nombre de piqûres et améliorer la qualité de vie de milliers, de millions de patients. Profite. Mesdames et messieurs, Marine Truchet. Elle était la 16e dans la liste, 16e au tirage au sort. C'était donc la dernière candidate pour cette édition 2018 du concours Ma thèse en 180 secondes. Nous venons juste d'assister tout simplement à 2880 secondes de pur bonheur. Merci beaucoup aux candidats.
Comment ça va? Mieux? En tout cas, vraiment, encore merci beaucoup. Je voudrais aussi également remercier le public. Cette salle comble les nombreux internautes qui nous suivent sur le web, sur Twitter, les encouragements que vous avez pu leur donner, les applaudissements que vous avez pu leur fournir sont à la hauteur de l'investissement qu'ils ont mis dans leur préparation. Et encore une fois, ce n'est pas des paroles en l'air. Je suis un témoin, je dirais, ultra privilégié de cet investissement puisque j'ai eu le plaisir de les accompagner dans la préparation de leurs 180 secondes. Et je peux vous dire vraiment qu'il n'y a pas meilleure récompense pour eux ce soir que de vous entendre être satisfait du résultat et que de vous entendre les applaudir. Profitez-en, c'est pour vous. Et vous, mesdames et messieurs les membres du jury, tout va bien? Moi, j'aimerais pas être à votre place, en tout cas. En tout cas, maintenant, c'est à vous de jouer. Et donc, je vous invite à quitter la salle pour rejoindre la salle des délibérations. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils vont avoir du boulot. Il est temps maintenant de passer au vote du public. À votre tour d'être soumis à l'épreuve du chronomètre. Attention, c'est parti. Vous avez maintenant 180 secondes et pas une de plus pour désigner le candidat de votre choix. Armé de votre bulletin de vote, mettez une croix et une seule en face du candidat coup de cœur, celui qui, selon vous, aura le mieux relevé le défi de cette soirée. Ne partez pas tout de suite parce que pendant l'intermède nécessaire à la délibération du jury et au dépouillement des votes, vous allez être accompagné par les doctorants de l'association DocUp qui vont vous proposer quelques vidéos. Donc vous pouvez rester tranquillement installés dans la salle pour profiter de ce moment-là. Et vous êtes en train de relever le défi de le faire en 2 minutes, je crois. Est-ce que tout le monde a pu déposer son bulletin? Levez les bras bien haut s'il en reste un. Ah, il en reste un ici. Non, c'est beau? Non, parfait. Merci beaucoup. Le vote est clos. Je pense qu'il pourrait être bon d'éteindre le chronomètre avant que le buzzer ne retentisse. Merci beaucoup. Alors, comme je vous le disais, malgré la fourmilière qui est en train de se mettre en place dans les coulisses pour assurer au plus vite le dépouillement des votes, ce temps va pouvoir vous paraître un petit peu long. Peut-être particulièrement d'ailleurs pour les candidats qui sont en train de s'occuper en discutant, je les comprends. Le temps va être long. En tout cas, il pourrait l'être, mais comme je vous le disais, vous allez être accompagnés par les doctorants de l'association DocUp qui vont vous proposer quelques films issus d'un festival qu'ils organisent et qui s'appelle « Les chercheurs font leur cinéma ». Je vais appeler Lamine Traoré, s'il vous plaît, de l'association DocUp. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi, et de l'association et du festival. Je te confie le micro, je te confie la salle, les clés du camion. Occupe-toi de notre public pendant la délibération. Passez un bon moment. Donc nous allons toujours continuer dans le cadre de la vulgarisation, mais cette fois-ci sous un autre angle, avec le festival, les chercheurs font leur cinéma. Donc cette fois-ci, au-delà du sujet de recherche, nous allons vous présenter des courts-métrages d'à peu près 5 minutes maximum, qui va d'une part présenter le sujet des doctorants, son projet de recherche, mais également l'environnement dans lequel nous évoluons en tant que doctorants. Et c'est une initiative qui est animée et qui est d'une part suivi par l'association DocUp qui regroupe les doctorants de Sorbonne Université. Actuellement, nous avons plus de 700 adhérents et nous nous engageons dans le cadre de représenter les doctorants de Sorbonne Université, mais aussi de valoriser et le doctorat et l'université et d'animer des activités hors de la recherche, tels que des after-work et autres. Donc, juste après la projection des films, mes autres collègues vont vous présenter les autres activités que DocUp fait. Donc, ce soir, nous avons 3 films qui ont été choisis lors de la dernière édition. Le premier film s'appelle « Ballade pour un cerveau musical » qui a eu le prix du jury.
Ensuite, ça va être sur, même toi, tu vas comprendre le conditionnement. Et le dernier sera Koroda. Et vous verrez que chacun de ces films concerne un sujet de recherche assez poussé, très pointu, mais nos collègues ont réussi à faire un résumé. Je vous laisse apprécier ces films. D'abord, nous allons commencer par Koroda. Vous voulez savoir comment je suis arrivée là? Je m'appelle Koroda et voici mon histoire. Bah on l'attaque. Ouais, let's go, je fais quoi? Alors il y a pas mal de trucs sous le lit, si tu peux les débarrasser, moi je vais plutôt m'occuper du placard. Ok, j'y vais. Ok. Ah, elle est jolie ta poupée. C'est quoi? Ah, c'est mon ancienne marionnette, j'ai totalement oublié qu'elle était sous le lit. Mon Dieu, elle est toute ancienne, toute corrodée. Tu sais quoi, je vais la jeter. Ah bon, t'es sûre? Mais tu travailles pas sur la corrosion, toi? Oui, mais je peux rien faire, hein. Allez, je vais la jeter. Bon, on essaie d'aller chercher le carton, comme ça c'est fait? Oui, je pense. Allons-y. On y va. Mais c'est quoi ça? Bonjour. Oui, super. Alors, je te présente Ashraf, c'est un nouveau stagiaire qui a rejoint aujourd'hui au laboratoire. Il va travailler sur la corrosion du fer. Je te laisse lui expliquer un peu tout ce qu'on fait dans le laboratoire, notamment sur la corrosion et l'impédance. Je vous laisse un peu tous les deux. Par contre, n'oublie pas la réunion de 10h tout à l'heure. Oui, tout à fait. Au À revoir. tout à l'heure. Salut. Salut, bienvenue au laboratoire. Donc moi, je travaille plutôt sur la corrosion des alliages base-nickel. Ok, d'accord. C'est quoi exactement comme matériau? C'est un mélange de chrome, de fer et avec un très grand pourcentage de nickel. C'est pour ça qu'on les appelle les alliages base-nickel et qui sont utilisés dans les centrales nucléaires parce qu'ils sont très résistants à la corrosion à haute température. Donc je t'explique. Dans le cadre de ma thèse, j'essaie de comprendre le comportement à la corrosion des alliages métalliques par des mesures d'impédance électrochimique. Cette technique consiste à appliquer à un potentiel constant une perturbation de faible amplitude et puis enregistrer la réponse en courant du système. L'impédance étant le rapport de la variation du potentiel sur celle du courant. Dans le cas des aciers, le spectre d'impédance se présente sous la forme d'un arc qui est le début d'une boucle qu'on va extrapoler afin de remonter à la valeur de la résistance de polarisation. Cette valeur est inversement liée à la vitesse de corrosion. Donc, plus le diamètre de la boucle est grand, plus la valeur de la résistance est grande et plus la vitesse est faible. Mais dans le cadre de ton stage, tu as besoin de rendre plutôt la surface de tes échantillons plus protectrice et assez lisse et brillante. Pour cela, tu vas plutôt travailler sur les processus de dissolution anodique qui consistent à immerger dans une solution acide 2 électrodes métalliques entre lesquelles tu appliques un courant. Pour cela, il te suffit juste de brancher ton matériau ici comme électrode de travail, d'allumer le potentiostat et puis de lancer l'expérience depuis le logiciel de pilotage. D'accord. Voilà, sinon tu sais, moi j'ai une réunion donc je dois filer, viens, je t'emmène à ton bureau et si tu as des questions, on en reparle après. D'accord ?
tout de suite. Il arrive quelque chose à Héloïse. Mais tu te fiches de moi? Tu me fais venir à 7h du matin pour t'aider à travailler, à tenir les pieds? Mais c'est quoi cette lubie? C'est le printemps, c'est ça? Les abeilles viennent butiner les fleurs et tu prépares ton champ de coquelicots? Honnêtement, Alicia, comment tu me trouves? Mais comment ça? Maigre, grosse. Bah, on peut pas dire que tu sois maigre, on peut pas dire que tu sois grosse non plus, enfin... Non mais arrête, depuis que je suis en thèse, j'ai pris 10 kilos. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien ta thèse? Tu t'es fait plaquer par ton mec? Non, ça va. En fait, je me suis conditionnée à la nourriture. Conditionnée à la nourriture? Genre, tu t'es pris pour le chien de Pavlov? Non, je te parle pas de conditionnement pavlovien, je te parle de conditionnement instrumental. Le conditionnement pavlovien, c'est quand tu associes une émotion à un signal, comme une image, un son, une odeur. Pavlov, c'était un scientifique qui avait l'habitude de toujours nourrir ses chiens à midi. Donc ces animaux avaient associé la cloche de midi à de la nourriture. Mais toi, tu me parles de conditionnement bancal, là. Instrumental. Ah, mental, c'est psychologique. Le conditionnement instrumental, c'est le fait d'associer une émotion avec une action. Par exemple, moi en thèse, j'ai pris l'habitude de goûter à chaque fois que j'avais bien travaillé. Donc maintenant, quand je travaille, je pense à de la nourriture, tout le temps. Bon allez, je m'y remets, hein. Tiens, ça me fait penser à mes insomnies. On me dit d'aller dans mon lit seulement le soir quand j'ai envie de dormir. Et jamais la journée quand j'ai faim ou j'ai envie de regarder la télé. En fait, c'est une histoire de conditionnement, c'est le fait d'associer mon lit au fait de dormir. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, il y en a partout du conditionnement. Bon, moi j'ai bien bossé, hein. C'est quoi ça? Tu fais un abdo, tu bouffes 3 biscuits, t'es complètement drogué? Pas drogué, conditionné. J'ai besoin d'une petite récompense, moi, comme tout le monde. Alors, si je ne m'abuse, moi, j'ai lu que le sucre et la drogue s'activent les mêmes aires dans le cerveau. Alors, drogué, conditionné, c'est pareil. Hein. C'est vrai que la nourriture comme la drogue passent toutes les deux par le système de la récompense. Mais chez les drogués, ce système s'emballe et ne se contrôle plus. Alors que moi, je gère, hein. Oh, bah, ça se voit. Et t'as pensé à la thérapie, sinon? Mais non, faut juste faire un peu de sport. Allez, viens, on va courir. Non, mais va courir avec tes rats de laboratoire. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais alors, elle, la thèse, ça l'a pas arrangée. Mais alors moi, le conditionnement pavlovien et instrumental, j'ai tout compris. Et toi ? Elle joue, le dos tourné. J'ignore tout de son silence à elle quand ses mains vont sur le clavier. J'ignore cette langue qu'elle ne parle pas, mais qui lui court par les épaules, de l'œil jusqu'au bout des doigts. Aussi loin que je me souvienne, la musique a toujours fait partie de ma vie. Je suis pianiste et professeur de piano au conservatoire.
C'est par l'enseignement que j'ai commencé à m'interroger sur la manière dont notre cerveau fonctionne quand on fait de la musique. Cela me fait perdre le sommeil, et je me suis dit que la seule manière de le retrouver serait de m'engager dans la recherche. Le thème de ma recherche est l'écoute intérieure du musicien et l'interprétation pianistique. Est-ce que notre cerveau fonctionne d'une manière différente selon les types d'œuvres que nous jouons? Quelles sont les capacités cognitives impliquées dans l'audition intérieure du musicien? Avec ma recherche, je vais explorer les processus cognitifs liés à l'audition intérieure afin de montrer comment ces connaissances pourraient aider à mieux aborder l'enseignement. Mais pour explorer tout cela, il faut rentrer dans notre cerveau. Et je vais d'abord rendre visite à Hervé Platel, mon référent en neuropsychologie. Nous avons réalisé, nous, à Caen, des travaux sur la mémoire des musiciens et de s'apercevoir que les musiciens experts sollicitaient particulièrement les régions donc cérébrales de la mémoire, et en particulier les régions qu'on appelle les hippocampes. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous dit que en fait, le travail de mémoire qui est réalisé par les musiciens est un travail de mémoire associative, c'est-à-dire que les musiciens vont énormément associer des informations les unes avec les autres, des informations de statuts différents. Ce sont des informations motrices, des informations perceptives, des informations visuelles. Et en fait, ces associations multimodales, elles sont très riches et c'est une simulation tout à fait majeure pour la mémoire. Dans la tête du musicien se passent des associations très complexes. Il y a la représentation des sons. Les gestes. Il y a les couleurs. Il y a des souvenirs. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Marina, Lisa et Paul-Henri pour une séance d'expérimentation au labo. Ils sont tous des pianistes professionnels, mais d'âges différents. Dans ces séances de travail, on observe les différentes manières de jouer selon les difficultés des pièces et on les analyse. On enregistre le jeu du pianiste. On fait passer des tests de mémoire, des entretiens, et puis on analyse l'interprétation et la manière dont l'interprète l'a vécu. D'un point de vue neuronal, les musiciens professionnels développent des compétences particulières induisant des connexions et des interactions spécifiques entre différentes régions du cerveau. Je pense que cette recherche pourra ouvrir des voies innovantes en pédagogie. Je sens que ce soir, je vais retrouver le sommeil.
Je vous laisse, bien sûr, je vous laisse finir de présenter l'association. Merci. Donc, avant de donner la parole au jury et au public, j'aimerais juste présenter quelques autres activités qu'on a dans l'association. Donc, on a tout un pôle de vulgarisation scientifique. On fait aussi les chercheurs qui vont à l'école. Et j'aimerais profiter de ce large auditoire aussi pour présenter le concours dont je suis responsable dans cette association, qui est un concours qui essaie de mêler art et sciences, et où cette année, j'ai pas mal d'artistes m'ont contacté pour pouvoir travailler avec des scientifiques et construire ensemble, à travers le prisme de l'émotion scientifique et l'émotion artistique, une œuvre à la croisée des arts et des sciences. Donc si jamais, en tant que scientifique, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à venir me voir après la délibération. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors voilà, le suspense touche à sa fin. Le jury est revenu à délibérer, les votes ont été dépouillés. Et du coup, je vous propose, sans plus attendre, de passer à la distribution des prix. Et on va commencer par le prix du public. Pour remettre le prix du public, je vais demander à Madame Muriel Umbauer, directrice de l'Institut de formation doctorale de Sorbonne Université, de me rejoindre, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous laisse passer de ce côté-là, il y a plus de lumière. Oui, voilà. Il y a effectivement plus de lumière. Bonsoir. Eh bien, écoutez, j'ai donc en charge de remettre le prix du public. Donc, d'abord, je voudrais féliciter, comme ça a déjà été fait, mais tous les doctorants qui ont... Je pense que c'est courageux de faire ce type d'exercice. C'est assez difficile. Et donc, vraiment, bravo, parce que vous avez tous été très valeureux, comme cela a été dit. Mais c'est un concours. Il y a donc un prix du public, un prix du jury. Et donc, pour le prix du public, eh bien, j'appelle un Jedi qui s'appelle Martin. Donc, Martin Turbet, nommé le Jedi, donc de l'ED astronomie, astrophysique. Alors, tu vas me dire toi-même le titre de ta thèse. Ça parle de planète, d'habitabilité. Je ne vais pas réussir à le dire, donc je vais te laisser le dire tout seul. Même si j'avoue que j'ai plus trop l'air d'un Jedi aujourd'hui, le titre de ma thèse, c'est l'habitabilité des planètes froides. Application à la planète Mars primitive. Bravo. Donc, avant, je vois que tu lorgnes sur le prix. Mais avant, tu vas souffrir encore un petit peu. Donc, alors, en fait, j'en profite pour remercier Alexandra qui donc vous présente cette soirée et qui a formé ces doctorants à cet exercice. Et donc, est-ce que tu peux me dire si finalement tu avais anticipé tout le travail que c'était, qu'est-ce que tu as appris en fait de cet exercice? J'ai appris beaucoup. Déjà, j'ai appris comment tenir un micro. C'est une des premières choses que j'ai apprises. J'ai aussi passé énormément de temps à préparer cette présentation. Déjà parce que derrière, il y a eu 3 ans de thèse, donc il y a beaucoup de travail pour produire des choses à dire pendant ce discours. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de préparation. Ça paraît 3 minutes. 3 minutes, ça vous paraît peut-être assez court, mais je crois que de toutes les présentations que j'ai faites, qui pour la plupart étaient plus longues que ça, c'est de loin celle qui m'a pris le plus de temps. À moi, mais aussi à tout mon entourage, mes proches, qui ont dû subir pas mal de répétitions, parfois un peu laborieuses. Donc je vous remercie à tous, Alexandra, mes proches, Noémie, les gens de mon laboratoire qui m'ont tous soutenu et qui m'ont encouragé dans cette démarche. Merci au soutien. Merci. Et donc maintenant, je te le remets réellement. Voilà. Eh bien... merci beaucoup, Madame Umbauer. Martin Turbet.
Non, mais reste près de moi, reste dans la lumière. Je vais maintenant demander à Claire Stolz, notre présidente de jury, de venir nous révéler le prix du jury et aussi, d'une manière un petit peu plus générale, nous dire un petit peu s'il a été facile ou non de vous mettre d'accord sur cette délibération. Bonsoir. Alors, le jury a délibéré et les choses ont été difficiles à départager parce que il y avait plusieurs candidats qui vraiment se tenaient de très très près, étaient quasiment ex aequo. Donc voilà, mais il fallait faire un choix et nous l'avons fait. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, le Jedi avait été aussi dans les potentiels vainqueurs. Voilà. Mais il a été, malgré tout, finalement, dépassé par Béatrice Biancardi. Voilà. Dont nous avons beaucoup apprécié donc, la présentation avec une excellente gestuelle pour introduire son sujet, qui était un sujet effectivement sur la communication non verbale, et donc elle l'a très bien illustré. Elle l'a également très bien illustré par sa diapositive, qui vraiment représentait parfaitement son sujet et permettait, et c'était extrêmement pédagogique, permettait au public de rester, je veux dire, centré sur le thème de son exposé, de ne pas décrocher. Hein, donc voilà, la clarté évidemment de son exposé qui également montrait la progression de sa démarche était absolument excellent, et elle a même su jouer de façon positive de son accent qui aurait pu être un obstacle à sa réussite, et ça n'a pas été le cas. Donc vraiment bravo. Je suis ravie de vous remettre donc ce prix du jury. Bon, merci, et je ne m'attendais pas ça, et je veux remercier Alexandra parce que la formation a été vraiment très utile. Moi, quand je me suis candidée, en fait, j'avais déjà mon discours, mais j'ai tout changé. Et merci à mes collègues qui m'ont beaucoup aidé pour le français aussi, et à mon copain qui m'a écouté plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà quand même nos deux grands gagnants. Donc on va à nouveau les applaudir. Mais juste avant, je voulais remercier vraiment les organisateurs de cette manifestation qui a été absolument réussie. Féliciter l'ensemble des candidats parce que vraiment vos exposés ont été extrêmement convaincants, très brillants. Nous ont ouvert les portes de la science et de la culture dans toutes ces dimensions, ou du moins dans de nombreuses dimensions. Et voilà, donc c'était ma première fois dans cet événement, et vraiment, ça a été une très belle expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec vous pour la demi-finale nationale qui se tiendra du 5 au 7 avril à Paris. Voilà.
On compte sur vous bien sûr pour être parmi les 16 finalistes que nous pourrons retrouver à Toulouse. Et tant qu'à faire, je vous invite à mettre une croix dans l'agenda pour le mois de septembre en Suisse. Voilà. Je me permets un tout petit message personnel pour l'ensemble des candidats. Bravo, merci de votre implication, merci de votre confiance et j'espère vous retrouver très vite sous le feu des projecteurs. Merci beaucoup.